Le jour où on a lu le testament de ma grand-mère, ma propre cousine m'a regardé droit dans les yeux et m'a traité de voleuse. Et toute la pièce a hoché la tête. Toutes les têtes, en même temps. Mon oncle a croisé les bras comme si le verdict était déjà tombé. Ma tante a pincé les lèvres et m'a transpercé du regard comme si je n'étais plus qu'une chaise vide. Et moi, j'étais assise là, les mains à plat sur la table, sans rien dire. Parce que je n'avais plus rien à dire à des gens qui avaient déjà décidé. Mais voilà ce qu'aucun d'eux ne savait. Pendant les 4 derniers mois de sa vie, ma grand-mère avait monté un dossier, pas avec un avocat, pas devant un tribunal, depuis son lit, avec un vieil ordinateur portable et un compte que j'avais moi-même configuré pour elle. Et ce que le notaire a sorti de cette enveloppe scellée a fait cesser de respirer toute la pièce. Moi non plus, je ne l'avais pas vu venir. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Mon père est resté 6 semaines après l'enterrement. Puis, un matin, il a posé un mot sur le plan de travail. Pardon, ma puce. Et il a pris la grosse valise. Je ne l'ai jamais revu. Alors c'est ma grand-mère, Odette, qui m'a recueilli. 60 ans, seule dans son petit pavillon de plein pied. Et jamais, pas une seule fois, elle ne m'a fait sentir que j'étais un poids. Les dimanches, c'était à nous. Elle lançait la soupe à 7 heures du matin. Des carottes, du céleri, une feuille de laurier qu'elle prenait dans un bocal, posé là depuis 1987. Elle la versait dans la même boîte en plastique bleu, clipsait le couvercle et me la tendait pour la semaine. La soupe, c'est de l'amour. Ça se réchauffe, qu'elle disait. Et elle le pensait. J'ai payé mes études en travaillant de nuit. Je suis devenu ingénieur en infrastructure informatique. J'habitais à 40 minutes de chez elle, assez loin pour respirer, assez près pour revenir. Et je revenais, chaque dimanche, sous la neige, sous la pluie, sous les travaux de l'été, parce qu'Odette était la seule personne au monde à être présentée pour moi sans rien attendre en retour. Toute la famille aimait l'argent de mamie. Moi, j'aimais mamie. C'est peut-être pour ça qu'ils ne m'ont jamais comprise. Il y avait mon oncle Robert, son seul fils, une grosse poignée de main, une berline qu'il ne pouvait pas se payer, et 4 mauvaises affaires immobilières sur les 5 dernières. Sa femme, ma tante Sandrine, qui chantait à la chorale et tenait dans sa tête le registre exact de qui lui devait un compliment, et leur fille, ma cousine Véronique, 31 ans, qui vivait comme si sa vie était une bande-annonce. Pour eux, j'étais celle qui en faisait trop, celle qui était toujours dans la cuisine, toujours en train de réparer quelque chose. Ils n'ont jamais demandé comment j'avais payé mes études. Ils supposaient juste que je voulais quelque chose. Et la première fois que j'ai entendu Sandrine murmurer « Maman devrait réfléchir à qui tourne autour d'elle », je me suis dit qu'elle ne le pensait pas comme ça. Elle le pensait exactement comme ça. Tout a commencé par des objets qui disparaissaient. D'abord un bracelet en or, puis une paire de boucles d'oreilles en grenat, puis l'alliance de mon grand-père, un simple anneau d'argent rangé dans la petite boîte en cèdre sur la commode depuis sa mort. C'est l'anneau qu'elle a remarqué en premier. Elle m'a appelé un mardi. « Camille, tu n'aurais pas vu la bague de ton grand-père? J'aurais juré l'avoir laissée dans la boîte. Je ne l'avais pas. Je lui ai dit qu'elle l'avait peut-être déplacée. Elle a accepté, mais j'ai entendu le doute dans sa voix. Une semaine plus tard, Sandrine est passée avec des gâteaux et une question. « Maman, tu as pensé à qui a les clés de la maison? » Mamie en avait fait 3 doubles, un pour elle, un pour moi, un pour Robert. Et Sandrine, en posant la question, ne regardait que moi. C'est juste pour y penser, Camille. Tu es là si souvent. Les choses se déplacent. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai fait la vaisselle. J'ai embrassé mamie, et je suis rentrée la mâchoire serrée. Et puis il y a eu le collier de perles.
de vraies perles, avec un fermoir en or en forme de coquillage. Mon grand-père avait économisé 11 mois pour le offrir. Il sautait le déjeuner tous les jours en racontant à son patron qu'il jeûnait. Mamie le portait 3 fois par an, pas plus. Le jour de la photo de famille, je l'ai aidé à l'attacher. Véronique a fixé ce collier pendant toute la séance. Pas mamie. Le collier. J'ai vu ses doigts se crisper, comme si elle l'estimait déjà dans sa tête. Plus tard, mamie a posé sa main sur la mienne. Ce collier, c'est pour celle qui reste. Les objets continuaient de disparaître. Une broche, des boutons de manchette, un petit vase en cristal, et à chaque fois, Sandrine resserrait le nœud un peu plus, assez fort pour que je l'entende. C'est inquiétant, quelqu'un qui a autant accès à la maison. Et puis j'ai découvert le groupe de discussion. Famille Odette, Info, Robert, Sandrine, Véronique et Mamie dedans. Moi, jamais invité. 37 messages que je n'avais jamais vus. Ce soir-là, dans le noir, j'ai compris une chose. Ils n'étaient pas seulement méfiants. Ils étaient en train de construire quelque chose. Toute la pièce avait hoché la tête. Et c'est là que j'ai enfin compris pourquoi. Le cœur de mamie a commencé à lâcher en octobre. Insuffisance cardiaque. Elle était essoufflée rien qu'en allant chercher le courrier. Elle a arrêté de cuisiner. Elle a arrêté d'aller à la messe. Son monde rétrécissait, pièce par pièce, jusqu'à se résumer au fauteuil près de la fenêtre du salon, enveloppé dans le plaid bleu que je lui avais offert. Maintenant, c'était moi qui lui apportais la soupe. La dernière fois qu'elle a mangé un bol entier, c'était en novembre. Je la regardais trembler autour de sa cuillère, et elle a tourné les yeux vers l'entrée du salon, vers la petite lumière verte de la caméra, qui clignotait, régulière, comme un battement de cœur. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma puce », a-t-elle murmuré. Je vois plus de choses qu'il ne le croit. J'ai failli lui demander ce qu'elle voulait dire. Presque. Mais ses yeux étaient fatigués, et la soupe refroidissait. Je me suis dit qu'elle faisait sa mamie, mystérieuse, têtue, toujours 3 coups d'avance. C'était notre dernier dimanche de soupe. 6 semaines plus tard, elle était partie. Et c'est en allant chercher son carnet d'adresses, le matin de sa mort, que j'ai ouvert la boîte en cèdre sur la commode. Elle était vide. Le collier de perles n'était plus là. Pourtant, je l'avais vu 2 semaines plus tôt. Je l'avais redressé en changeant ses draps. Je suis resté debout dans l'embrasure de la porte, la boîte vide entre les mains. Et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon ventre. Pas du chagrin. Ça, je l'avais déjà. Non. La lente certitude que quelqu'un dans ma famille était entré dans cette maison pendant qu'elle mourait et avait emporté la seule chose qu'elle ait jamais dite mienne. Ce que j'allais faire ensuite, personne ne l'a vu venir. Pas même moi. À l'enterrement, Robert a parlé de amour inconditionnel 3 fois. Sandrine accueillait chaque invité par son prénom, comme à un dîner mondain. Véronique a posté un montage de 15 secondes avant même la fin de la cérémonie. 200 j'aime avant le café. Moi, j'ai porté les chaises. J'ai signé les papiers des pompes funèbres. J'ai payé le solde. Personne ne l'a filmé. Et près de la table à café, j'ai entendu Sandrine glisser à 2 dames de sa chorale. Des choses ont disparu chez maman. Des bijoux. On préfère régler ça en famille. Vous savez, certaines personnes avaient plus accès que d'autres. Elle n'a pas dit mon nom. Elle n'en avait pas besoin. Et puis, ma grand-tante Marguerite m'a appelée. Elle aussi avait été retirée du groupe. Elle m'a fait asseoir à sa table de cuisine et elle a retourné son téléphone. Une capture d'écran. Le message de Sandrine, daté de 3 semaines avant la mort de mamie. Il faut prendre les devants. Que tout le monde sache que c'est Camille qui était seule avec les bijoux. Et en dessous, Robert. D'accord, on garde simple. Elle avait accès, personne d'autre. Ils avaient tout planifié, avant même qu'elle soit fraude.
Mon premier réflexe a été d'envoyer cette capture à la terre entière. Je ne l'ai pas fait parce que je construis des systèmes pour gagner ma vie. Et la première chose que j'ai apprise, c'est que l'alarme la plus brillante n'est jamais la plus efficace. La plus efficace, c'est celle qui enregistre déjà en silence. 14 mois plus tôt, après une chute de mamie, j'avais installé des caméras, sauvegarde automatique dans le cloud. Rien ne s'effaçait. J'avais créé le compte à son nom, puis supprimé mon propre accès, par respect pour sa vie privée, par principe. Et ce principe me verrouillait maintenant, hors de la seule preuve capable de me disculper. Je n'avais pas le mot de passe. Le téléphone était dans un tiroir, verrouillé. Les images existaient, quelque part sur un serveur, intactes, et je ne pouvais pas les atteindre. J'ai arrêté de me défendre à voix haute. J'ai répondu non à Sandrine. Je n'ai rien commenté. Je ne leur ai donné aucune prise. Qu'ils parlent, qu'ils montent leur petite histoire bien rangée. Parce que dans le cloud, une autre histoire était déjà écrite. En horodatage, en pixels, et dans le clignotement régulier d'une petite lumière verte. Et puis, ce jour-là, tout s'est mis en place. Le cabinet de Maître Aldebert. Boiserie cirée, grande table de réunion, Marguerite près de la fenêtre, Robert, dans un costume qui tirait sur les boutons, Sandrine en noir, encore en représentation, Véronique, en retard, le téléphone déjà en main, le notaire a lu les premiers legs, l'horloge ancienne, une collection de livres, 5 000 € pour la bibliothèque du village, le bureau en noyer pour Marguerite, les objets sans danger. Puis Véronique a coupé la parole. Elle s'est levée, comme dans un tribunal. Avant d'aller plus loin, plusieurs bijoux de mamie ont disparu cette année. On sait tous qui avait le plus accès à la maison. Sandrine a sorti une liste tapée à la machine. Robert a raclé la gorge. Personne n'accuse personne. Mais Camille était la seule à avoir un accès régulier. Et les dates correspondent. Et ils m'ont tous regardé. Véronique a balayé la pièce de la main. Soyons honnêtes. Elle ne mérite pas un centime. Les mots sont tombés comme une claque sur du carrelage. La pièce n'a pas eu de hockey. Elle a approuvé. Robert a hoché la tête. Sandrine a joint les mains. Même Marguerite a tressailli. Et moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas sorti la capture d'écran. Je suis restée assise, les mains à plat. Parce que quand toute une pièce a déjà décidé que vous êtes coupable, parler ne fait que vous donner l'air désespéré. Maître Aldebert a laissé le silence durer exactement 4 secondes. J'ai compté. Puis, il a nettoyé ses lunettes, calme. Avant que quiconque ne parte, Madame avait anticipé ce moment. Robert a décroisé les bras. Le stylo de Sandrine s'est arrêté. Le notaire a sorti une enveloppe scellée à la cire. Il l'a ouverte. À l'intérieur, une lettre, une clé USB et un reçu de prêteur sur gage. Il a lu la lettre de mamie. Depuis 8 mois, des objets disparaissent de chez moi. J'ai remarqué, je n'ai rien dit, parce que je voulais être sûre. Camille a installé ses caméras pour me protéger. Elle a même retiré son propre accès, parce que c'est le genre de personne qu'elle est. Alors j'ai appris toute seule à me connecter. Et je sais exactement qui me vole. Il a branché la clé USB. L'assistante a baissé les lumières. Première vidéo. 23h47. La porte d'entrée s'ouvre. Robert entre sans allumer, file vers la chambre, ouvre le tiroir, glisse la pochette de velours dans sa poche. 3 minutes. Deuxième vidéo. Plein jour. Mamie dort dans son fauteuil. Véronique entre avec un sac de course qu'elle ne déballera jamais. Soulève le collier de perles de la boîte en cèdre, le laisse tomber dans son sac et repart sans un regard pour sa grand-mère. La pièce s'est tue. Pas de stupeur, de reconnaissance. C'est truqué, a crié Véronique. Ces caméras sont illégales. C'est un système de sécurité installé dans son propre domicile, mademoiselle.
a répondu le notaire, sans broncher. Puis il a lu la dernière ligne de la lettre. Je laisse tout à celle qui est venue quand personne ne regardait. Il a posé le reçu sur la table. Vente d'un collier de perles, fermoir or, estimé à 12 400 €, au nom de Monsieur Robert, et il m'a regardé. Madame Camille est désignée légataire universelle, la maison, les comptes, et le collier doit lui être restitué. Robert s'est levé d'un bond. Je vais contester. Elle n'avait plus toute sa tête. Le notaire n'a pas scié. Madame a passé un examen cognitif 3 jours avant. Résultat, 97e centile pour son âge. Robert a signé l'accord de restitution. Plus de 40 000 €. Il a vendu son bateau en 2 semaines. Sandrine a envoyé une carte à Noël, sans excuse, sans adresse de retour. Je l'ai recyclée. Véronique, je ne l'ai pas revue. La porte n'est pas verrouillée, juste fermée. Le collier a été récupéré chez le prêteur sur gage. La boîte en cèdre n'est plus vide. J'ai gardé la maison. J'y vis maintenant. J'ai gardé le fauteuil, le plaid et la recette de la soupe écrite sur une fiche jaune de la main de mamie. Carottes, céleri, une feuille de laurier, feu doux, ne pas presser. Les dimanches sont toujours les dimanches. Marguerite vient. On s'assoit à la table de la cuisine, et je sers la soupe dans la boîte bleue, parce qu'elle n'a pas le même goût ailleurs. La semaine dernière, j'ai remis le collier dans la boîte en cèdre. Puis, j'ai levé les yeux vers la caméra dans le coin du salon. La petite lumière verte clignotait encore. Je l'ai éteinte. Pour la première fois en 14 mois, je n'en avais plus besoin. Mamie non plus. La vérité avait fait son travail. Ma grand-mère n'a jamais élevé la voix de toute sa vie. Elle a juste fait en sorte qu'à la fin, ce soit la vérité qui ait le dernier mot. Si quelqu'un dans ta vie se présente quand personne ne regarde, dis-le lui aujourd'hui. N'attends pas qu'un testament le dise à ta place. Et toi, tu as déjà vécu une trahison comme celle-là dans ta famille? Raconte-moi dans les commentaires. Je lis tout.